Nous allons revenir sur les motivations de la création de la galerie. Et ça date de 1974. Faire le lien avec la suite aujourd'hui. Et tout ça étant sous le chapeau de la médiation, du faire connaître. Lors d'un repas de Noël de 1974 dans ma famille, j'ai entrepris de parler du travail de Marie Chaman, qui venait de rentrer dans la famille depuis peu de temps. Je me suis rendu compte que, en fait, c'était quand même très difficile de parler des arts plastiques, d'en parler uniquement. Et c'est à ce moment-là, devant ce silence, cette difficulté de message, que j'ai décidé d'ouvrir une galerie. Et donc, ça s'est fait en bout de 4 ans, le temps de s'organiser. On a ouvert en mars 78. Et il était bien clair depuis le début que l'objectif de la galerie, c'était pas tant, c'était de durer, de perdurer, mais pas tant de faire du commerce et du business, de faire des découvertes et de les partager et dans le fond, comme une suite très logique de mon travail de chercheur, d'architecte et urbaniste, d'articuler de nouvelles propositions, étonnantes dans toute la mesure du possible, pour faire du remue-ménage. Les programmes se sont organisés, aux arts plastiques sont venus immédiatement s'adjoindre la poésie, la littérature, les marionnettes, la poésie dite, des créations chorégraphiques, enfin de la musique contemporaine, des créations musicales, des performances d'artistes plasticiens, des œuvres très composites comme celle par exemple de Patrice Hugues ou de Marie Chaman, mettant en jeu autant la réflexion intellectuelle que l'énoncé d'art plastique. C'est le cas également de Marcel Aloco. Enfin, on peut dire que c'est ce que j'ai recherché, à la fois dans une recherche de difficulté peut-être, mais également dans une recherche de richesse. Et on a ouvert en mars 78. Et donc le principe évidemment c'était d'ouvrir avec des artistes dont j'avais acheté des œuvres auparavant et lesquels étaient évidemment intéressés a priori parce que et c'était des gens qui aujourd'hui ont notre âge, c'est-à-dire 70 ans ou grosso modo autour de 70 ans. Et donc en ouvrant au-delà du local et de tout le fourbi que ça représente, en l'occurrence, on était installé ici, tout près, au 28 bis boulevard Sébastopol, dans un appartement de Second Empire, au 2e étage, dans des grandes pièces. C'était de très beaux volumes, très intéressants. Et donc, en complément des locaux, j'ai proposé aux artistes une édition donc je me suis présenté comme éditeur et d'ailleurs également auprès des impôts, ça a été compris comme ça, comme un investissement culturo-artistique. Et j'ai
garder un certain nombre de choses, parce que l'idée c'était de partager les œuvres en question. Et par exemple là-haut j'ai des ice cream de Jacques Albert, on a des tas de sérigraphies de Didier Stéphan, des grandes boîtes en rhodoïde de Marie Chaman, encore des objets blancs de Matsutani. Enfin, sont des choses qui, dans le temps, ont validé les choix ou ont montré que les œuvres n'étaient pas forcément majeures. Bon, et finalement, au total, c'est quand même l'exposition inaugurale qui montrait l'ensemble de ces éditions et des œuvres plus importantes de chacun des artistes. Ça a été un souvenir mitigé parce que je crois qu'il y avait trop de choses et que c'était trop fouillis, mais bon, il n'y a pas eu de reproche majeur non plus. C'est plutôt de l'autocritique. Avant la science et la conscience de l'accrochage et de l'organisation de l'espace, qui est quand même une question assez majeure. En fait, très vite, étant au second étage, il a fallu donner envie aux gens de monter, de rentrer à la galerie, et du coup, compte tenu de l'espace qui le permettait, on a organisé assez rapidement des manifestations qu'on peut dire de café-théâtre, de chorégraphie, de musique, de marionnettes, enfin tout un tas de manifestations qui nous tenaient ouverts d'une façon assez sérieuse, enfin même très très sérieuse, plusieurs soirs par semaine, parce que sinon ça ne marchait pas en fait. Et donc on a assumé ça quand même pendant presque une dizaine d'années, et avec un certain nombre de danseurs et de chorégraphes dont on retrouve les noms aujourd'hui, notamment comme Marie-Christine Georgiou, ou Karine Saporta, ou Charlotte Delaporte, et avec qui était en fait un petit groupe de gens qui travaillaient, qui se connaissaient, et qui nous ont dans le fond servi de espèce de milieu de relation. Du coup, toutes ces soirées, c'était juste un prétexte pour faire venir de gens, ou ça s'intégrait dans... Non, ça s'intégrait. Voilà, enfin, j'imagine, mais voilà, par rapport à l'activité de la galerie, aux artistes que vous présentiez, comment se fait le lien et comment ça... C'était très... non, le lien était très organique, dans le sens où les chorégraphes travaillaient pour créer un écho avec les œuvres exposées, puisqu'en fait on était quand même dans un environnement dans l'environnement d'une exposition, et dans un accrochage que l'on respectait pour la plus grande partie. Et Karine Saporta notamment est intervenue dans des travaux de Matsutani, dans des travaux de Luc Chaplin, dans des travaux également, il me semble, de Nicole Nicolas. Alors, en fait, c'était alors ça c'est on peut dire une autre thématique qu'on peut reprendre. C'est les artistes, les artistes femmes qui ont toujours été relativement présentes à la galerie. Depuis le début, soit Anne-Marie Terranova qui était photographe, je parle Marie Chaman évidemment, Nicole Nicolas qui n'a pas fait partie de l'équipe originelle de la galerie. Dans le fond, l'équipe originelle de la galerie était sans doute plus masculine que féminine, et puis elle s'est augmentée assez rapidement des contacts que j'ai eus
par le fait des artistes qui venaient visiter la galerie, en fait. Et donc là, il y a eu une grande ouverture, notamment sur des artistes étrangers. L'accueil des exilés est devenu une thématique assez prégnante dans la galerie. Pour revenir au début de l'activité, en fait, et au rapport avec l'activité d'urbaniste et d'architecte, j'avais monté notamment un cycle d'exposition sur le thème de l'art public art monumental. Et alors, ça a pris plusieurs formes. Un concours pour les niches vides de Loiret de Rivoli, qui est on peut dire une des grosses histoires, un peu avortée, mais quand même une des grosses histoires de la galerie, dans la mesure où François Maté, qui était le conservateur des Arts Déco, a pris ça au sérieux, nous a répondu, écrit. Il en a sans doute parlé à Claude Mollard et à Jacques Lang, et c'est remonté jusqu'à la présidence de la République de François Mitterrand. Le président demande à ses conseillers culturels, dites-moi quels sont les grands amiraux de la guerre de 14-18, puisque l'idée c'était de continuer à mettre des figures. Et en fait, il n'y en avait pas. Il n'y a enfin, pas de notables. Sans doute, il existait des amiraux à l'époque. Et donc, les gars restent bouche bée. Le président leur dit bon, mes conseillers culturels sont nuls, donc on ne fera rien. Et officiellement, l'affaire s'est arrêtée comme ça. L'idée, c'était, on voit ces niches vides ces 22 niches vides de la rue de Rivoli qui font suite à toutes ces niches qui sont occupées par les maréchaux d'Empire. Moi, mon idée, c'était que les Arts Déco et la ville de Paris organisent une sorte de biennale ou de manifestation temporaire d'artistes contemporains occupant ces niches pour X mois, une fois par an ou tous les 2 ans. Enfin. Et donc j'ai lancé par voie de presse un appel d'idées. Un certain nombre d'artistes ont répondu avec des propositions qu'on a montrées dans une expo qui a duré, je ne sais plus, 3 semaines, 1 mois. Déjà pour l'époque, c'était une expo d'1 mois, c'était très long, très important. J'avais invité tous les descendants que j'avais pu retrouver des maréchaux portraiturés avant. Enfin, et puis de toute façon, tout le conseil municipal de Paris. Enfin, on reculait devant rien quant aux moyens. De toute façon, on faisait des mailings de plusieurs, de 1500 cartons. Vraiment, on se donnait un mal fou. Et donc, de toute façon, l'appel à projet et ensuite les propositions ont quand même suscité beaucoup de presse. Et notamment, d'ailleurs, Yves Le Marchand, qui est un camarade d'enfance un peu plus jeune de Marie Chaman. Yves Le Marchand avait proposé une sculpture de femme dont la tête était cachée par un torchon. Et alors j'avais retitré son œuvre à la ménagère inconnue, les ministres des Finances reconnaissants. Et alors ça fait beaucoup de buzz, comme on dit aujourd'hui, et c'est un banquier de chez Lazare qui était venu acheter ça. Donc c'était donc tout ça, c'était pour nous, c'était une succession de miracles, malgré tout, que la presse, les uns ou les autres. Enfin bon, c'était quand même, c'était amusant, c'était étonnant, c'était excitant. Ce qui m'a toujours intéressé, et je pense que c'était aussi mon caractère, c'est
d'être intéressé par des gens très polyvalents ou très éclectiques. Je pense que ça a été aussi pour la galerie un grand handicap pour rentrer dans les foires. C'est-à-dire rentrer. J'ai quand même en 1984 fait 2 foires à Chicago et à Zurich qui ont été quand même des grands succès. Et c'est seulement en 89 que j'ai réussi à rentrer à la FIAC. Otto Hahn me disait, tu ne seras jamais un marchand de tableaux, puisque il faut te réveiller le matin en pensant à 2-3 personnes à qui tu dois impérativement vendre quelque chose. Alors j'ai dit oui, ça c'est vrai, c'est pas, je me réveille pas le matin avec cette volonté. Je pense à un de mes voisins ici qui était rue Saint-Martin qui se levait le matin en disant il faut aujourd'hui que je rentre X centaines d'euros ou de francs pour faire les frais de la journée. Sinon, je sais pas, je sais pas ce qui se passait d'ailleurs. Il s'abstenait de dîner ou il se suicidait. Enfin, bon, mais donc son obsession c'était ça. Bon, moi j'avoue que effectivement ça n'a jamais été mon obsession. Je voyais quand même, disons à plus long terme. Bon, et malgré tout, on a quand même vendu un certain nombre de choses. En 40 ans, on a quand même vendu, je dirais, presque de tous les artistes par séquence. Alors ça c'est quelque chose qui est plus difficilement explicable. Pourquoi avoir vendu tel artiste pendant 4-5 ans un certain nombre de pièces, et puis ça tombe, et un autre pendant... alors est-ce que ça tient éminemment à la production, à la qualité des œuvres, ou à un moment donné de plus ou moins de mode? Enfin ça c'est quand même très très mystérieux. Parce que ce sera ce serait des modes underground, parce que vous avez toujours été un petit peu à contre-courant et en dehors justement de la mode et des grands courants de l'art. Je sais pas. C'est une question pour laquelle j'ai pas vraiment beaucoup de réponses, parce que est-ce que ça peut être une question d'empathie avec des artistes qui créent un esprit qui fait que des collectionneurs sautent le pas, enfin des amateurs, on ne va pas parler de collectionneurs, je ne sais pas, c'est très, c'est malgré tout très mystérieux. Au bout d'un moment, la demande logique des artistes, c'est effectivement de vendre. Et donc, quand ça vient pas, et c'est là où cette question alchimique, quand ça vient pas, il y a souvent des clashs. Mais à propos d'alchimie, l'œuvre qu'on peut dire la plus alchimique qu'on ait défendue, c'est celle de Philippe Duval. Et tellement alchimique qu'un certain nombre de pièces vendues ont été rapportées au bout d'une semaine, en disant je ne veux pas garder, c'est trop fort, c'est trop, je comprends pas, enfin.